Chers téléspectateurs, bonjour, je suis Yazid Ait Mahiddin, votre humble serviteur du programme de ce matin. Aujourd'hui, 1er mai, célébrons la journée internationale du travail, incarnant les efforts de l'humanité pour la préservation des droits des travailleurs et de l'emploi. L'émission sera transmise comme une lettre à la poste, puisqu'on parlera de la marche des facteurs avec notre invité Toufiq Fadel. Au menu du conducteur de ce matin, le Festival international culturel de la musique symphonique avec des invités de marque, de l'orchestre russe et de l'orchestre mexicain. Le mois du patrimoine sera marqué également par l'intervention de Toufiq Fadel, un infatigable défenseur du patrimoine. Et bien évidemment, Samira Hadamar nous déroulera l'un des beaux tapis de l'Algérie, celui de Babar, de Khenchla, de l'artisanat à l'investissement. C'est le grand décollage que nous empruntons avec Farouk Belhouchi, organisateur du salon Investir en Algérie. Il parlera de la position de la diaspora qui est un catalyseur du développement économique. Donc voilà le menu de ce matin. J'articule mal en fait, hein, ça vraiment j'articule mal. Mais il y a Fethi Bena chez nous qui va faire le grand écart pour nous dire tout sur les articulations. Et sans plus tarder, nous allons vous inviter à apprécier cette chanson Yakrim El Korama de la troupe El Ferda de Béchar. ما لي قوى ولا لي جهد ولا حول ما لي قوى ولا لي جهد ولا حول ولا لي تدبير في القضاء ولا حيلة من أمرني بصبر والتوكل من أمرني بصبر والتوكل هو يفجيه همومدتي الوحيلة مني دعاء من عندك القبول والحاجة ما تكون فيها تعطيلة أنا والله ما بديت هذا التوسل حتى تيقنت من قدرتك الجليلة تعطيني يا ربي مطلب ويا كريم الكرة ما غيتنا بفارة حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة ما غيتنا بفارة حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرة ما غيتنا بفارة حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك
واش قال أسيدي للرب غيرك قريب مجيد بيكون حين يوصل وانت الحق المعبود يا سيدي وانت جليل وانت حق المعبود حي عاطي حليم ودود بالرغاني جيد موجود واسع الجود لو اجتمعت عبادك جملة في مكان واحد يضحك كل عبد طلبات منهم شان رايد بالقصد كلهم نالوا كلهم ينالوا تيل من شعل راس الشمعة من لهيب مصران حاشا يخيب من يحسن ظنه فيك يا كريم الكرامة غيتنا بالطارة يا كريم الكرامة تاع الفردة. ورانا معنا واحد راهو فريمون فصيح، اسمع راهو يقول لي الفردة وبالنايتو سي فتحي بينا شنو، دكتور فتحي بينا شنو، انسان غني عن التعريف، وصباح وعشيه هو يخدم باش يفهم الناس على هاد لي مالادي ومن لي بارتو، باطل يخدم ما خدام ونحييوه بور سو بروميير مي. صباح الخير. واش صباح الخير. صافا لاباس. بيان. C'est ça les travailleurs, ils travaillent tout le temps. Voilà, barakallahu fik. Donc nous allons entamer la rubrique, la chronique de Dr Benachenhou dans un petit moment avant ce jingle. Eh oui, après ce jingle, j'articule mal en fait. على بالك واحدة من السوسطارة قالت لي يا ولدي مسكينة راهي عيانة وما عبالهاش واش صرا لها وكي تنوض ما مربحوا لي اسمها البارح، قالت لك لازم بيناشينو يفهمنا. Il doit nous donner des informations sur les causes, les manifestations, les traitements palliatifs, la prévention et bien sûr, halte charlatan. Bonjour. صباح الخير, bonjour, ahlan. Alors, c'est quoi le... Bonne fête du 1er mai des Bonne fête du travailleurs. 1er mai. Et voilà, donc nous allons aborder cette question des articulations. Alors, c'est quoi les articulations? Eh bien, c'est merveilleux. Une articulation, c'est quoi? Regardez, on a des piliers. En arabe, on dit a'mida, amoud. Mais un pilier construit, pas dans une maison, un immeuble, tout ça, a un grand défaut par rapport à l'être humain, c'est qu'il est fixe. Il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas d'articulation. Il y a les petites articulations, regardez, pour que nos doigts restent droits et nous permettent l'appréhension, de tenir, de prendre, de lever, c'est que nos doigts s'articulent, peuvent se replier sur eux-mêmes, faire ce qu'on appelle la préhension. Imaginez que nos doigts restent fixes comme ça, comme un pilier. On peut rien faire avec. Et en médecine, on divise les petites articulations, je vais dire pourquoi j'insiste là-dessus, et on a les grosses articulations qui sont extrêmement importantes, comme le genou, comme la hanche coxo-fémorale, je fais un petit peu le savant, coxo-fémorale, l'épaule. Et vous voyez que les articulations, c'est la jonction de deux os, mais qui ne fusionnent pas, qui restent séparés par quoi? Par le milieu articulaire. Et alors après, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe alors? Qu'est-ce qui se passe? Quand les deux os se rencontrent, ils ne se rencontrent pas, nous on dit harfé, c'est-à-dire à sec. Si on fait ça, ça ferait mal. Mais nous, par exemple, le genou, on bouge le genou d'une façon formidable. Donc la mécanique est huilée en fait. Et vous avez raison. C'est huilé parce qu'il y a une huile qui s'appelle le liquide synovial, qui est sécrété au niveau du genou pour huiler la suture. Et mieux que ça,
la tête des os n'est pas vive, elle est recouverte de ce qu'on appelle un cartilage. Le cartilage qui est brillant. Elle dit, on se rappelle, il faut voir un repas extrêmement important chez nous, l'oubia bekerin. Ça, c'est. C'est deux os qui se rencontrent et avec, regardez comme ici, merci la régie, très important. Oui, oui. Mais ce qu'on appelle le cartilage, il s'use si on le sollicite trop. Et là, j'aimerais faire un petit coucou à notre championne Camilla pour les Nemours, pour la gymnastique, et tous les gymnastes et surtout les footballeurs qui, on dit, ils sollicitent trop leurs articulations. Vous avez eu hier la Coupe d'Algérie. Oui, Mouloudia, l'USMA, oui. Mais tous les footballeurs sollicitent trop jusqu'à porter atteinte à... Alors, un genou, c'est quelque chose de merveilleux. C'est une organisation, ce n'est pas uniquement deux os. Excusez-moi, les causes de ces problèmes d'articulation. On va venir. D'abord, savoir ce que c'est qu'une articulation avec le cartilage. Quand je dis je sollicite trop mon articulation, ça veut dire que je porte atteinte à ce qui constitue. Vous voyez les histoires de ligaments croisés, de ligaments, et surtout le cartilage est quelque chose d'extrêmement fragile. Plus vous le sollicitez, plus vous allez l'écraser. Et à la longue, il va comme la peinture, avec le temps, elle s'écaille. Et cette douleur, c'est parce que on diminue la sécrétion du liquide synovial et il y a ce cartilage qui s'écaille. C'est comme, alors ce qui fait qu'à ce moment-là, il n'y a plus d'espace interosseux qui est protégé, c'est directement l'os contre l'os et ça donne... Et les causes, quelles sont les causes et comment ça se manifeste? Les causes, c'est quand vous sollicitez trop, c'est ça. C'est-à-dire que vous faites trop appel. Et les sportifs et les sportives font souvent appel. Même les tennisman, hein, attention, ce qu'on appelle le tennis elbow, c'est-à-dire qu'au niveau... Les sportifs et tous ceux qui font un travail... Oui, mais c'est pour parler, les sportifs, c'est eux que l'on voit souvent. Et tous ceux qui sollicitent, qui font appel, quand je dis solliciter, c'est pas moi, en médecine, on dit solliciter l'articulation, c'est-à-dire que vous l'utilisez. Parce qu'hier, j'ai rencontré un pompier qui est retraité et qui travaillait souvent à Tigjda pour sauver des vies humaines, notamment, il fait appel également à... Il sollicite absolument, il sollicite trop. Et aujourd'hui, il a mal au cartilage. Voilà, il a mal. Ce qu'il faut comprendre, ce qu'on appelle l'arthrose, les douleurs rhumatiques. Ah, là, je précise une chose pour nous. Il y a l'arthrose, dont on parle maintenant, c'est dans l'articulation, et on a l'ostéoporose qui n'a rien à voir. Mais attends, l'arthrose, ma mère, là, elle avait l'arthrose, mais elle n'était pas gymnaste. Oui. Sollicitez pas trop les articulations. Non, quand on sollicite, je prends le maximum, c'est-à-dire que les sportifs de classe, on les admire, mais à la longue, ils vont souffrir d'arthrose et même parfois ils ne peuvent plus bouger. On les admire, mais leurs articulations, à la longue, sont complètement détruites. C'est quoi l'arthrose? C'est quand le cartilage saute, il carrote. Et quand il n'y a plus de liquide synovial, d'huile, ça ne huile pas. Qu'est-ce qui favorise l'arthrose? Alors, premièrement, ce n'est pas une maladie, c'est une évolution que on doit s'attendre à l'arthrose. On vieillit et on dit on a l'âge de ses artères. Je crois qu'il faut dire aussi Absolument. On a l'âge de ses articulations. Ces ligaments, ces articulations. Ces ligaments, tout ça, tout ce processus. Et il y a aussi le facteur de l'humidité, les gens qui se... Non, le processus essentiel, c'est une destruction de cette articulation, progressive avec le temps. Ce qu'il faut reconnaître, c'est que l'arthrose, la destruction du cartilage,
ce n'est pas une maladie, c'est une évolution normale. C'est une évolution normale qui touche les hommes et les femmes, mais accentuée par certaines catégories de sportifs ou de travailleurs ou tous ces éléments-là. Attention, ça je parle au point de vue destruction visible du temps. C'est le temps qui nous détruit. Mais il y a aussi une destruction qui n'est pas liée au temps, un truc comme ça, c'est ce qu'on appelle, je m'excuse, je dis le polyarthrite rhumatoïde, c'est Polyarthrite, mais. polyarthrite rhumatoïde. Polyarthrite, mais. Polyarthrite rhumatoïde. Mais la cause, c'est le système immunitaire. Système immunitaire. Système immunitaire, dans la définition et le fait qu'il est là pour nous protéger, dans les maladies qu'on appelle auto-immunes, ce qui est censé me protéger se retourne contre moi et me détruit. Mais il y a aussi aujourd'hui il y a ce qu'on appelle prévenir vaut mieux guérir, la Oui. prévention. J'ai précisé le côté anatomique, le côté physiopathologique, pourquoi ça arrive. Entre guillemets, on n'y échappe pas à la langue. Personne n'échappe à une arthrose. Mais à différents degrés. Parce que, attention, ce n'est pas uniquement le genou. On peut avoir des déformations des doigts, tout naturellement. Des doigts avec de grosses bosses, parce qu'on vieillit. Et l'os, le système vieillit. C'est tout à fait normal. Comment le prévenir ? Premièrement, savoir ce que c'est que l'arthrose, ce que c'est que les rhumatismes. Et ce mot, pour moi, je trouve que ce n'est pas très précis. Il faut préciser le rhumatisme. Il y a les douleurs rhumatismales. Rhumatisme articulaire, le rhumatisme. Il y a beaucoup d'éléments. Il y a la douleur articulaire due à l'arthrose. Deuxièmement, c'est un poids. Un poids, à chaque fois on dit attention, ce qu'on appelle un surpoids. Qu'est-ce que ça veut dire un surpoids? Par exemple, pour l'arthrose du genou, c'est un poids qui pèse sur... C'est toujours la sédentarité. La sédentarité, tout ça. D'ailleurs, le premier soin contre l'arthrose, c'est qu'il ne faut pas s'arrêter. Il faut marcher. Attention, je dis marcher. Il faut avoir une activité physique. Sauf lorsqu'on est, comme on dit, cloué au lit. Ça, c'est important. Oui, alhamdoulilah, actuellement, il y a beaucoup de marches, de courses. Aujourd'hui, je pense que le 8 mai, il y a le trail de Sharia. Ouais. Aujourd'hui, il y a la course du Mouflon d'Or. Pratiquement, il y a beaucoup de marches. À Souhan, il y a une petite marche, etc. Moi, je parle dans ma vie quotidienne. Oui, mais bon. Il faut marcher. Il faut éviter, par exemple, dans les embouteillages, c'est catastrophique pour l'articulation du genou. Quand on appuie sur l'embrayage et tous ces éléments, c'est autant de pression qui, à la longue, s'accumuleront et donneront l'arthrose. Donc, c'est le poids. Je n'ai pas dit le sport, j'ai dit une activité physique. Oui. C'est-à-dire marcher, continuer à marcher, ça c'est important. Et la catastrophe des catastrophes, c'est ce qu'on appelle les anti-inflammatoires. C'est quand on a mal au genou, on court vers ce qu'on appelle les AINS. Ce sont des anti-inflammatoires qui ne guérissent pas, entre guillemets, de la... Soulage un petit peu. Soulage, mais ils détruisent en même temps. La manière dont on les consomme en Algérie, l'argamanu, d'une façon terrible. Quel hajjatak, oui, Ça attaque, attention, pardon, ça attaque le système rénal. Ça peut donner la nature, la façon d'absorber. Vous pouvez, maintenant on peut aller dans n'importe quelle pharmacie, vous pouvez donner, je ne donne pas les Il y a un rhumatologue qui me parle en fait. Il rappelle en une minute qu'il faut vraiment dire halte aussi aux charlatans, parce qu'il y a beaucoup de charlatans qui... Oui, les magnétiseurs, les Ktakda, ou Cheikh Nouri, ou je sais pas quoi et tout. Vraiment, c'est... Monsieur Yazid, je vous respecte et je respecte beaucoup Canal d'Algérie, sinon je vais partir. Khaliouna min le charlatanisme. Voilà. Ce que je vous donne, c'est ce qui est scientifique. Et il y a beaucoup de traitements. Par exemple, ici en Algérie, on les fait, c'est courant.
au niveau du centre de thalassothérapie de Sidi Faraj, avec les rayonnements, avec la chaleur, il y a beaucoup d'éléments pour éviter des cataplasmes. Béni soit ta journée et je t'invite à se balader un petit peu à la Casbah d'Alger parce que tu as tarbit. Une pensée et un coucou à la famille Belhadjouri qui nous regarde et c'est Yasmine Chouir qui nous invite à la suivre dans sa promenade à la Casbah d'Alger. Alger s'éveille et au cœur de la capitale, un labyrinthe chargé d'histoire continue de murmurer ses secrets. La Casbah d'Alger, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, n'est pas seulement un ensemble d'habitations anciennes, c'est une mémoire vivante, un symbole, une identité. Qu'est-ce que ça veut dire Casbah? La signification, c'est une forteresse. Et la Médina, elle se trouve là où on est. Mais la Casbah, elle se trouve à la citadelle là-haut. Il y a plusieurs instances qui combattent, comme les associations, le ministère de la Culture. Il y a beaucoup de ministères qui s'intéressent à la restauration. Je sais que ce n'est pas facile, mais il ne faut pas baisser les bras parce que préserver cette cité, c'est nous préserver nous-mêmes. Accrochée à la colline, tournée vers la mer, la Casbah défie le temps. Ses ruelles étroites, ses escaliers sinueux et ses maisons imbriquées composent un dédale unique pensé pour protéger ses habitants. Et c'est peut-être là que réside toute sa force. Durant la guerre de libération, cette architecture devient une protection. La Casbah sert de refuge aux combattants, de cachette aux messages, de rempart face à l'occupation. C'était un bastion de la Révolution et puis elle est passée par plusieurs étapes. C'est ce qui fait de sa richesse culturelle, politique. Ici, chaque porte pourrait raconter une histoire, comme cette maison récemment rénovée, qui abrite un passé encore profondément ancré dans les mémoires, celui du martyr Arbeji Abderrahman. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans une dalle qui a été rénovée et restaurée par son propriétaire Miraoui Abderrahman. Et le propriétaire de cette douira l'a restaurée et comme on la voit aujourd'hui, elle a bien été restaurée, tant bien que mal par les moyens de son propriétaire. La restauration de la Casbah, ça va revitaliser la Casbah. Donc, si on comment dirais-je, on va commencer la restauration. Qu'est-ce qu'on va faire au juste? On va préserver les maisons, les douirettes, et aussi on va préserver les métiers. Parce que les métiers, où est-ce qu'ils se pratiquaient? C'est dans les locaux sous les douirettes. La Casbah ne vit pas seulement dans les souvenirs. Elle continue de respirer au rythme de ceux qui y vivent encore. Dans ces ruelles, des gestes anciens résistent au temps, des métiers transmis de génération en génération, parfois menacés, mais toujours vivants. Bois sculpté, ferronnerie, bijoux, couture traditionnelle, ici le travail de la main raconte autant que les livres d'histoire. Moi, personnellement, j'ai appris avec ma mère. Elle était artisane, la couture, tout ce qui est broderie. Après, je me suis lancée dans la céramique. J'essaie de former aussi d'autres jeunes, la génération qui vient. C'est un moyen de vivre. En plus, une identité qu'on ne peut pas oublier, Fidzaïr. Un savoir-faire précieux, porté par ceux qui refusent de le voir disparaître. Préserver ce patrimoine, ce n'est pas seulement sauver des murs, c'est protéger une mémoire, un mode de vie, une identité, protéger un héritage vivant suspendu entre mémoire et avenir. من الجزائر المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية طبقة استثنائية هنا العالم يعزف
Voilà, c'est le Festival international culturel de la musique symphonique et je reçois dans ce plateau vraiment des invités de marque du paysage du chant lyrique, de l'opéra du Mexique et de la Russie. Et nous commençons avec la talentueuse violoniste Palina Tejay. Bonjour. Alors, Hier, j'étais en train de voir comme ça sur YouTube et j'ai savouré l'opus 62 Peso Capriccioso de Tchaïkovski. Et c'était un moment vraiment de pur plaisir. Merci d'être parmi nous et parlez-nous un peu de Palina Tejay, qui est l'un des fleurons de l'Académie musicale de la Russie. Скажите, пожалуйста, кто такой Полина Тихай? меня зовут Полина Тихай, мне 18 лет. И я из России. Я учусь в Москве, в Центральной музыкальной школе Академии исполнительского искусства. C'est Полина Тихай, elle a 18 ans, elle est encore étudiante à l'école de l'Académie du Conservatoire Russie-Moscou. Я солист Санкт-Петербургского дома музыки, Московской филармонии. Elle est la soliste de la ville de Saint-Pétersbourg de la Philharmonie. В Московской филармонии я являюсь приглашенным артистом многих оркестров. Pour la Philharmonie de Moscou, elle est invitée et souvent elle est invitée par d'autres orchestres. Ну и лауреат международных конкурсов. Et elle est lauréate du concours international. Lauréate du concours international. Et aujourd'hui, elle est à Alger pour se présenter au Festival international culturel de la musique symphonique avec sa violoncelliste. J'ai écouté Tchaïkovski opus Peso Capriccioso et je voulais savoir le programme de ce soir. Ну, вы сегодня в Алжире. Да. Он уже знакомый с опус Чайковский, да, да, Чайковского. Но вы сегодня в Алжире, а что вы будете играть? Ваша программа? Сегодня я исполню венгерскую рапсодию Давида Поппера для виолончели с оркестром. Aujourd'hui, elle va jouer la венгерский, Рапсодия. la rhapsodie hongroise de David. Сегодня прозвучит очень много интересной музыки, в том числе российской, и такие оперные классики, как Il y aura Верди. encore dans le programme d'autres œuvres, et des œuvres russes et classiques. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a un rapport un peu assez sentimental, un rapport avec cette rhapsodie hongroise. À chaque fois que je l'entends, je me dis, je vais les réécouter. C'est un plaisir auditif d'écouter cette composition. Но сможете как-то ваше чувство к произведению, которое будете его играть, потому что он его слушал, и как-то вы сможете объяснить. Это очень страстная музыка, очень чувственная, она очень разная, то есть есть и C'est une musique très touchante, très vivante. есть что-то грустное, есть наоборот что-то веселое, и это On trouve des moments tristes, des moments de joie. Это очень разнохарактерная музыка. C'est une musique avec différents caractères. C'est très très émouvant, vraiment c'est un moment. Et puis parlez-nous un peu de ce festival et ce contact avec d'autres musiciens. Comment vous trouvez en fait ce festival? C'est la première fois en Algérie? Первый раз в Алжире, вы сможете сказать, как вы нашли этот фестиваль, другие контакты, других там музыкантов. Меня пригласил наш дирижер Михаил Антоненко. Elle a été invitée par le chef d'orchestre Mikhail Antonenko. В Алжире я первый раз. Это невероятно интересная и красивая страна. C'est la première fois en Algérie, c'est un beau pays, c'est une belle ville. Очень интересная культура, очень открытые и добрые люди. Très intéressante comme culture, une population très ouverte, très accueillante. Oui, maintenant nous allons s'intéresser un petit peu au Mexique, mais avant nous allons réécouter encore une fois ce spot qui fait un peu la promotion du Festival international culturel de la musique symphonique. Sans plus tarder, nous allons essayer de voir ce spot pour voir un peu l'importance de cette 15e édition du Festival international de la musique symphonique. من الجزائر المهرجان الثقافي الدولي للموسيقى السيمفونية طابعة استثنائية. هنا العالم يعزف.
30 أفريل إلى 7 ماي بأوبرا الجزائر بولان بالسايح. كونوا Spasibo, Palina Tejay. Et gracias pour les invités du Mexique. C'est la 3e participation du Mexique cette année. L'excellence musicale du jeu du piano sera en symbiose avec le raffinement vocal pour nous interpréter des chefs-d'œuvre du répertoire universel ainsi que du patrimoine culturel mexicain. Nous recevons donc Carla Rodriguez et la soprano Rebeca Olvera. Alors, le programme d'aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du programme du Mexique en cette 15e édition du Festival international culturel de la musique symphonique? Oui, bonjour. Bonjour l'Algérie. On est vraiment content d'être venu, moi, pour la 3e fois. On adore vraiment l'Algérie et les Algériens et on est très content d'être au festival parce qu'on aime beaucoup l'organisation. Alors le programme pour ce soir, c'est des chansons mexicaines, des compositeurs mexicains, aussi des airs d'opéra. Et Rebecca et Carlos, elle n'a pas pu venir parce qu'elle arrivait à 2 heures du matin et elle repose un petit peu. Maintenant, mais on est 3 et ils vont aussi interpréter des chansons que j'écris, qu'on va faire les premières mondiales ici en Algérie. Première mondiale? Oui. Ah. Oui, c'est très spécial. Je pense qu'elle va nous chanter un petit peu de Guadeloupe, c'est ça? Guadeloupe. Du répertoire un peu musical mexicain. Rolando n'a pas encore écrit pour Guadeloupe. Ou Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria, on a chanté la première fois qu'elle était ici. À la cathédrale. Impromptu, à la cathédrale de Notre-Dame d'Afrique. Oui. Et il y a une vidéo qu'on a fait aussi. Et puis j'ai vu aussi qu'elle excelle dans les turqueries, dans l'italienne à Alger et l'enlèvement au sérail de Mozart aussi. Oui, on a fait déjà des œuvres intéressants. Et oui, et aussi je voulais dire, je suis très contente d'être encore une 2e fois en Algérie. Et c'est toujours un plaisir. Et oui, ce soir, on partage pas des œuvres sur l'italienne en Algérie ou l'enlèvement au sérail. Mais oui, on chante des pièces mexicaines et pièces que Rolando a écrites, très très belles. Et aussi... Des chansons de Pueblo, de votre village, de votre ville. De Puebla, mais vous êtes vraiment très bien informé. Oui, j'ai passé toute la nuit à lire. J'espère que vous avez aussi senti un peu et j'espère que vous venez ce soir au concert. Ah oui, absolument. Et je voulais juste voir un peu cette maîtrise par rapport au pianiste, ce travail que vous faites et quelle est un peu la spécificité de vos doigts quand vous jouez, quel est ce raffinement que vous donnez à l'ouïe, aux auditeurs. Oui, ça qu'on cherche, c'est un son que peut faire vibrer les personnes qui écoutent la musique et de communiquer notre sentiment. Et bien sûr, on doit bien se préparer techniquement. On est en train d'entendre un petit... Un ariata. Ou un arioso. Pour les chanteurs, c'est très très tôt. Normalement, on commence à chanter à midi peut-être, mais j'essaie avec plaisir si vous avez la patience. Et oui, juste un petit arioso. Babbino. Oh mio babbino caro,
bravissimo, bravissimo, merci, gracias, gracias. Vraiment, vraiment, c'est un moment vraiment, j'ai savouré, c'est l'un des moments de la matinale où l'on se sent vraiment bien. Merci beaucoup et merci, gracias. merci. Vraiment, Donc, nous invitons nos téléspectateurs donc, à joindre le Festival international de la musique symphonique à l'Opéra d'Alger. Et spasibo et gracias. De nada. Gracias. Nous allons donc suivre maintenant un reportage de Naïma Loualish à la Casbah d'Alger. Donc vous pouvez par la suite visiter la Casbah d'Alger. C'est la Médina d'Alger. Je pense que vous avez déjà visité la Casbah d'Alger. Oui. Donc vous pouvez aller voir notre belle Médina, la Casbah d'Alger, avec Naïma Loualish. C'est connu et les manuels et autres clichés d'époque l'attestent. La Casbah fut naguère, et grâce à ses artisans qui occupaient le bas des pâtés de maison, un véritable poumon commercial. Les métiers artisanaux prospéraient, tandis qu'ébénistes, céramistes, vanniers et autres maroquiniers avaient pignon sur rue. C'était l'époque où les métiers manuels se transmettaient et se préservaient avec ardeur et jalousie inconditionnelle. Métier est venu le frère de mon grand-père. Il a été avec des Rafour, ils ont fait la Grande Panse, la préfecture, ils ont fait beaucoup de choses. Et même mon père, il devient major, il peut travailler. Donc son oncle, il l'a amené avec lui. À la Grande Panse, les galeries de France, avant c'était Garage Maillard, un petit garage. Après ils ont enlevé le garage, ils ont fait un grand galerie commerciale. C'est la première fois les دارها بوميين في غردايا. C'est l'ouverture de la foire artisanale. كنت تشوفوا في لي زاتيل ينقصوا لي جون اللي يتعلموا ماشي ما يحبوش وما يتبعوا الوقت. Il a pris le métier avec son oncle. Il était jeune, il l'amène avec lui, il l'amène, viens apprendre, tu prends le métier. Il a fait apprendre, mon oncle. Il est tombé au champ d'honneur, Shahid. Il l'a amené avec mon père. Allez, les deux. Ils donnent la pensée, voilà. Ils font quelque chose qu'ils peuvent faire. Voilà, mon père et son frère. Donc, ils ont devenu des ébénistes. Maintenant, 4 générations avec mes fils. Les échoppes et autres ateliers se font aujourd'hui très rares. Si certains résistent au péril général de la disparition, c'est grâce à leur passion invétérée qu'ils vouent à leur sacerdoce de métier. J'étais apprenti en 65, à l'âge de 14 ans. Je fais l'école et apprenti. Après, j'ai arrêté l'école, j'ai devenu complètement avec le métier. Voilà, j'ai pris le métier, voilà, j'ai pas arrêté. J'ai pas arrêté jusqu'à 6 jours, voilà. J'ai 75 ans, toujours je travaille. Il va disparaître parce que les gens ne veulent pas apprendre. Et s'il apprend le métier, il ne peut pas travailler. Et c'est toujours, il y a des obstacles. J'ai transmis à mes enfants pour le métier, il reste toujours dans la famille. Toujours, il reste à l'Algérie. شفت راحتي في هذه الحرفه جابوندوني هذيك القرايه وكذا خلاص كملت في الارتيزانا حتى لدوك هدية ملكتني الكوير هدايا شغل ولا ما بغي حياتي نستراح دي فوا 12 تاع الليل راني قاعد نخدم اون كونت با كاع يتيك لي زور ولا بالك الجمعه ونجيو نحب لو توشي تاعو نحب كي نكون نكوبي كي نبدع موديل ندير موديل سي ني با ان ميتي كي مور ديما حي خاص دولار. Le changement technologique et le manque d'intérêt des jeunes pour les métiers artisanaux sont entre autres les raisons qui ont participé au déclin de l'artisanat. Pour que cet art ancestral sorte des brumes du péril, différentes aides sont nécessaires, à commencer par les formations, la sensibilisation à préserver un patrimoine matériel qui à lui seul nous compte et nous raconte formidablement. Donc, troisième invité, c'est M. Farouk Belhouchi, co-organisateur de l'événement Investir en Algérie. Le 4 et le 5 juillet prochain, le salon Investir en Algérie, il ira à domicile au Cube Garges dans les Gonesse. Et nous sommes à 2 mois de cet événement. Est-ce que vous pouvez
Bonjour déjà, c'est Marc Luc, bonjour. Et pourtant, merci de l'invitation. Et pourtant, ce sont deux chauves qui se rencontrent. Avec grand plaisir. C'est ce qui fait nos spécificités, n'est-ce pas? Absolument. Merci en tous les cas pour l'invitation. Merci beaucoup. Oui, si vous permettez juste un mot par rapport à l'historique, au fait, rapidement, de ce salon, au fait, investir en Algérie.com. L'idée nous est venue parce qu'on suit effectivement les rencontres de notre président, c'est Abdelmajid Tebboune, avec la presse, je crois que tous les 2 mois ou tous les mois. Et l'année dernière, on a relevé à plusieurs reprises, effectivement, j'allais dire la ténacité du président à faire venir la diaspora investir en Algérie. Donc, du coup, on s'est mis à discuter au sein de l'association Passerelle, donc qui s'occupe qui reçoit des gens de la diaspora, plutôt des cadres et des agents de maîtrise. Et on a décidé à cet instant-là, c'était en octobre, d'organiser un événement justement pour le 4 et 5 juillet, comme vous l'avez cité, sur l'investissement de la diaspora en Algérie. Donc au Cube Carge. Alors voilà. Tout à dans fait. les Carges, les Gonesse. Les Gonesse, à l'Île-de-France. Et la spécificité, si vous voulez, et d'ailleurs d'ici, je salue notre diaspora, parce que c'est tout un travail collectif pour mettre en place ce salon, je le précise, professionnel. Peut-être qu'on aura l'occasion de revenir. Je salue notre communauté qui nous a beaucoup aidés, parce que moi je ne suis pas de l'Île-de-France, je suis de Montpellier, donc il faut rendre à César ce qui appartient, comme dirait l'autre. Donc c'est eux qui nous ont aidés pour avoir ce beau lieu. Le Cube Garge, c'est l'unique endroit en Europe. C'est un centre numérique créatif. C'est le seul qui existe en Europe. Et on est à 2 mois de cet événement. Donc, parlez-nous un peu de ces dernières retouches avant le jour J. Oui, en fait, déjà pour rythmer un petit peu la mise en place et la communication, donc on a plusieurs campagnes au fait sur les réseaux sociaux, etc., pour promouvoir l'événement en soi. Donc ça, c'est des événements qu'on fait online, c'est des visios, des webinaires, etc. Mais on a aussi plusieurs rendez-vous physiques, c'est ce qu'on préfère d'ailleurs, où on rencontre notre communauté justement et on discute de l'événement. Parce que le but, c'est pas de refaire un énième événement, d'autant plus qu'on n'est pas, nous, spécialisés dans l'événementiel. Nous, on le dit à chaque fois, on n'a aucun problème avec ça. On est une association à but non lucratif, donc l'objectif, c'est d'abord recenser les besoins de notre diaspora, dans quel domaine ils souhaitent investir. Est-ce que les domaines, c'est des domaines prioritaires? Je précise aussi parce que là aussi en Algérie, nous, on ne peut pas, notre source d'information ici, c'est le site de l'API. Donc on regarde en fonction des secteurs prioritaires de notre pays, de l'Algérie, pour justement orienter des personnes sur des projets porteurs, effectifs et porteurs. Voilà, donc pratiquement chaque mois, on fait un événement, on appelle nous ça un after work, après le travail, ou un petit café le matin, et on réunit la communauté pour échanger physiquement sur l'étendue de leur Donc projet. ce salon sera scindé sur 2 pôles, l'espace exposition, et puis les thématiques dédiées à l'investissement économique en Algérie. Donc vous nous en parler de ces des pôles importants enfin, par rapport à ce salon Investir en Algérie. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, on a par exemple, concernant les projets, on a des personnes qui ont déjà, des Algériens, qui gèrent de la diaspora, qui gèrent des structures, des entreprises existantes, qui fonctionnent, qui ont une masse salariale, qui travaillent, mais qui ont ce désir de développer leur activité sur l'Algérie. Ce qui leur manque, au fait, au jour d'aujourd'hui, c'est l'information. C'est, j'allais dire, la précision de l'information. Parce que l'information, elle est accessible au jour d'aujourd'hui sur l'Internet, mais on nous pose parfois des questions très techniques qu'eux, ils n'ont pas donc forcément de réponse immédiate et instantanée, et précise surtout, d'où justement l'intérêt d'organiser ce salon. Donc on a des personnes qui ont déjà des entreprises déjà structurées et existantes, mais on a aussi des personnes qui sont ce qu'on appelle nous des porteurs de projets, qui sont issus de la diaspora. Oui, ça c'est très intéressant parce qu'en surfant sur investironalgérie.com,
j'ai vraiment kiffé le business game. Merci, voilà. C'est quoi le business Alors, game? le business game, si vous voulez, on game. l'appelle aussi, moi je suis intervenant, mon métier, je suis formateur, consultant, donc j'interviens dans des écoles de commerce, des chambres de commerce, etc. Et on va challenger un petit peu les étudiants qui sont en master commerce international, etc. En leur donnant, c'est une étude de cas très réaliste. Donc on crée des univers, au fait, qui correspondent à des entreprises. On a le directeur RH, le financier, etc. Et on leur donne une étude de cas. Et 2 heures après, il faut qu'ils pitchent l'étude de cas pour voir qu'est-ce qu'il a compris de l'étude et surtout quelles sont ses décisions. Donc c'est pour détecter en fait les porteurs de projets. Merci, voilà, pour détecter effectivement les talents et aller un petit peu plus loin, au-delà du déclaratif, j'allais dire, d'un CV. Parce qu'un CV, oui, la personne admet qu'elle a fait ça, etc. Mais c'est pas la même chose. Là, le business game, c'est vraiment une mise en situation réelle et rapide, parce qu'on leur donne 2 heures. L'immersion dans le Exactement, en temps réel. Après, on a ce qu'on appelle des mentors pour créer. Alors, je rassure tout de suite les personnes qui nous regardent de la diaspora. Donc là, c'est un business game très simple. Au fait, c'est juste pour voir, au fait, comment la personne va réagir face à une situation de création d'un projet, de mise en place d'un projet. On cherche un petit peu comment la personne, elle se projette, entre guillemets, sur un projet concret, réel. Et ça, c'est le premier jour. On le fait d'ailleurs le premier jour du salon de 10h à midi. Le lendemain, ils reviennent parce qu'il y a une remise d'un prix. Au fait, c'est une dotation qui leur permet pour les lauréats d'être accompagnés par nous pendant 4 mois. Je précise que nous sommes toujours dans un cadre à but non lucratif. C'est très important de le dire. On n'est pas une association à caractère commercial puisqu'on est géré par la loi de 1901. On n'est pas non plus une structure politique, on n'est pas non plus une structure religieuse, puisque les structures religieuses et politiques, elles sont gérées par la loi de 1905, ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous, on est plutôt sur un axe économique, formation et accompagnement. Également, vous parlez beaucoup sur le climat d'affaires attractif, l'écosystème innovant, les mesures incitatives. Comment intégrer l'importance de la diaspora comme un catalyseur du développement économique? Moi, je vous avoue, ce qui nous manquait un petit peu, c'est pour ça que je me suis permis tout à l'heure de citer en préambule la déclaration du président, de notre président, M. Tebboune, parce que c'est ce qui nous manquait un petit peu dans le puzzle, la volonté de vouloir attirer la diaspora. La volonté, au jour d'aujourd'hui, elle y est. Parce que moi, en toute objectivité, on suit la rencontre avec la presse, etc. Presque, il n'y a pas, je peux me tromper, il n'y a pas un moment où le président n'a pas parlé du rôle de la diaspora. Donc ça, c'est, j'allais dire, l'aspect volonté d'attirer. Après, le côté technique, c'est des choses, ou de côté plutôt fiabilité, ou côté smart d'un projet, ça, c'est des éléments qui sont quantifiables. Quand on a, par exemple, en face de nous la personne qui porte un projet, qu'il soit de la diaspora ou pas, on a des outils pour savoir si le projet est viable, est-ce qu'il correspond à un besoin, est-ce qu'il a son marché, etc. Là, je parle toujours de votre question sur la diaspora. Mais la partie qui nous manquait, c'est pour ça qu'on avait décidé ce salon, on s'est dit, bah tiens, les outils pour mesurer la viabilité du projet, on les a. Mais la volonté, on ne la connaissait pas. Au jour d'aujourd'hui, elle est clairement affichée, encore une fois, par j'allais dire, c'est le premier magistrat du pays. Donc, on s'est dit, on y va, quoi. À partir de là, donc, nous, là aussi, ce qui nous intéresse, ce n'est pas simplement la rencontre du salon en soi. Le salon, c'est un prétexte, au fait, pour qu'on puisse se rencontrer. Le plus important dans l'histoire, c'est ce qui va se passer après le salon. C'est en termes d'accompagnement effectif, de réalisation de projets effectifs. Alors, pas ici, parce que nous, notre rôle de passerelle s'arrête aux frontières. Après, nous, ce qu'on souhaite, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui en Algérie, c'est parce qu'on souhaite que les experts, les institutions algériennes nous accompagnent. Parce que nous, on connaît les sites, on y va sur le genre de guichet unique, les banques, tout à fait. les impôts, les assurances, Air Algérie, pratiquement tous les intervenants. Tout l'écosystème. Mais ce qui est important par rapport à investirenalgérie.com, c'est le fait, vous plaidez pas uniquement la cause du développement de l'investissement en Algérie, mais vous voulez capter les meilleurs. Exactement. Je vous avoue que nous, si vous me permettez, on en a un petit peu marre de gens qui veulent porter de projets dans le snacking, tout ça, mais on a besoin d'autre chose au jour d'aujourd'hui.
pour une plus-value pour tout le monde, d'abord pour le porteur, et puis surtout pour l'Algérie. Parce que moi je regarde par exemple, actuellement on a des projets dans le numérique, dans le développement de l'IA. On a des gens qui développent des solutions concrètes pour que les entreprises puissent se doter de leur propre IA. Et c'est des Algériens. Ce n'est pas donné à tout le monde. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, des experts qui sont par exemple dans l'intelligence artificielle, qui développent le langage sur l'intelligence artificielle, tout le monde a le souci, si vous me permettez en 2 mots, parce que ça c'est un sujet sur lequel je travaille beaucoup, tout le monde se méfie un petit peu des prompts qu'il va faire sur un chat GPT ou ailleurs, parce qu'une entreprise, elle va laisser sa trace numérique sur un autre serveur. Donc on a des Algériens qui développent au jour d'aujourd'hui des IA métiers ad hoc pour l'entreprise. Et c'est des Algériens de la... Et c'est ça qui nous intéresse. On a 2 porteurs de projets qui souhaitent investir et qui seront avec nous dans le salon, que les gens vont rencontrer, etc. Ils ont leur entreprise déjà. Hein. On a aussi, dans tout ce qui est agritech, ou un mix au fait entre l'agriculture et la tech, on a un projet, pour ne pas le citer, de la région de la Haute-Savoie. C'est un Algérien, il travaille avec le Canada. Il est installé en Europe, il exporte sur le Canada. Et il a développé un concept qui est extraordinaire. On aura peut-être l'occasion de revenir dessus. Donc, on a une dame aussi, c'est une Algérienne, dans le 77. Moi, je ne la connais pas, on devait se voir, mais elle n'a pas pu venir. Et elle est inscrite avec nous dans le salon. Donc, on a des projets très concrets. C'est pas, je veux dire, c'est... Et d'ailleurs, si vous me permettez, chaque fois on l'oublie, mais on ne devrait pas l'oublier. Moi, je remercie beaucoup les gens de la diaspora qui nous ont fait tout de suite confiance. Pour la petite anecdote, quand on a lancé cette affaire, on n'avait même pas de lieu. On a des gens d'Orléans, dans les énergies renouvelables, une personne qui a un projet extraordinaire, qui est de Nice. Tout ça, c'est des Algériens. Et que je salue d'ici, notre ami Kheldin. Et donc, c'est des gens qui nous ont fait confiance tout de suite. Alors qu'on n'avait même pas le lieu. Pour terminer, donc, vous invitant donc à rappeler l'événement le 4 et 5 juillet, et puis à inviter les potentiels investisseurs à se rapprocher auprès de votre association Passerelle et de investir en Algérie.com. Exactement. Je vous remercie. En tous les cas, c'est vrai que c'est un événement qui est très important. Pas forcément pour l'association, parce qu'encore une fois, c'est un prétexte, l'événement en soi. Nous, ce qui nous intéresse, si vous voulez, c'est au jour d'aujourd'hui d'être accompagnés, bien évidemment, par nos institutions, bien sûr en Algérie, parce que l'autre volet qui nous tient énormément à cœur, c'est la promotion du Made in algérien. Aujourd'hui, on le voit, nous, on est des consommateurs en Europe du produit algérien. De certains, malheureusement, certains produits. On n'a pas accès à tous les produits algériens. Moi, parfois, je suis obligé de me déplacer pour aller chercher un produit que j'ai l'habitude, par exemple, pendant le ramadan, etc., de consommer, que je ne le trouve pas sur Montpellier. Je suis obligé d'aller ailleurs pour aller le chercher. Donc, promotion de produits en Algérie pour qu'il ne soit pas uniquement un produit de niche. Exactement. On ne n'est pas obligé. Absolument. Et puis je vous remercie, M. Felouk Melhouchi, d'avoir accepté notre invitation. Merci à vous. Et aujourd'hui, c'est la fête internationale du travail. Je transmets tous mes voeux pour les travailleurs et les travailleuses algériens. Et notre journaliste Nawel Beldinali s'est rendu chez un cordonnier à Alger pour rappeler le travail de ce cordonnier qui donne tout l'éclat à nos savates. Merci. Le métier du cordonnier est l'un des plus anciens du monde. Dès l'Antiquité, l'homme a ressenti le besoin de protéger ses pieds des agressions du sol, des plantes et des faunes. Et c'est au Moyen Âge que le métier prend véritablement son essor et son nom. Et une distinction nette existait entre le cordonnier qui fabriquait des chaussures et le savetier réparateur de vieux souliers. Au XXe siècle, l'industrialisation massive transforme profondément la profession. Le savetier disparut peu à peu, tandis que le cordonnier s'est spécialisé dans la réparation. Aujourd'hui, quelques artisans perpétuent cette tradition millénaire, notamment dans des échoppes comme celle d'Alger Centre. عندي في الميتي هذا depuis 71
كنا نخدموا جديد على كل حال. أنا من بعد خدمت عند الناس، أنايا خدمت عند الناس من بعد حتى العسكر. كي خرجت من العسكر صاليت درت وحدي هكايا. Chaussures usées, chaussures jetées. Cet adage de notre époque résume à lui seul le déclin d'un savoir-faire. Dans un recoin oublié de l'Alger-Centre, Ami Mohamed, vieux cordonnier, continue pourtant d'exercer son art, avec la même ferveur qu'à ses débuts. Assis à ses côtés sa machine, patinée par les ans et ses petits outils, il incarne un monde en voie de disparition. Celui des gestes lents de la réparation. كي تعلم الصنعة هذه تعلمتها محبة خاطر كما يقولوا. أنا حبيتها وزيد الظروف تاع هذاك الوقت سي نورمال، توطافي نورمال. ما شكون راح يخدم عليك؟ كي ما تعلميش حرفة ما كاش يخدم عليك اختي. فهمتي؟ واحد اللي يتعلم حرفة يقدر يدبر راسو. Le cordonnier nous rappelle une vérité simple. Prendre soin des objets, c'est aussi prendre soin du monde et des liens humains. Son atelier qui semble hors du temps pourrait bien être l'un des lieux les plus modernes. Fait partie de ces artisans qu'on ne voit pas tout le temps et pourtant s'accroche pour ne pas disparaître et sa seule motivation, c'est satisfaire ses clients. دوك انا كاني نخدم هكايا ما عندي وكان سوسي مع حتى واحد مدام. هذه الاخر ما عندي حتى مشكل مع حتى واحد. راني هنا الهي العشيه راني نعبد في ربي. كي تخدمي هناك تعبدي ربي توندي سيرفيس للناس تيرون سيرفيس الناس. ما يخلصك ما راحش انا ما نستناش الجزاء من عند العباد، الجزاء من عند الفوقاني من عند ربي. البرودوي هذا كي تخدميه مليح ما عندك حتى مشكل حطيه له. انا دوك تشوفي صبار كيفاش نديمونطيه كيفاش يعاود يولي ما عندي لا مول لا والو، بلا مول بلا حتى حاجه. يتخدم تشوفيه تقولي مخدوم بالمول. هذه يفو في ديكوراج. هذا ما كان يتكل على ربي ويتعلم مهنه. والمهنه مهنه شريفه، هذه ماشي مهنه تاع Ainsi, le cordonnier ne sauvera pas le monde. Il n'invente rien, ne révolutionne rien. Il coud, cloue, polie. Pourtant, dans un siècle qui court après le neuf, cet homme au visage buriné penché sur du vieux est peut-être le seul et le dernier à savoir que rien d'usé n'est tout à fait mort. بيان سور لازم تحبيها مدام، ما تحوسيش على الدراهم. تحوسيش على الدراهم، اللي يحب يتعلم يحوش على الدراهم مدام. الدراهم يجوا وحدهم. الجان هذوما ما يخممش على الدراهم، هذه الاولى. ويروح يتكل على ربي. اي مهنه ماشي غير المهنه هذه، اي مهنه يروح يتكل على ربي وكاباب يتعلمها في عام في عامين ولا مام با كاع. انا نقول لك كيفاش تعلمتها والله غير واحد يا ربي انت ولا واحد اخر. انا قلت لك نهار دخلت المهنه هذه ما نعرفهاش، عمري ما خدمتها. دخلت ديريكت دومي اوفري. شغل كنت انا نخدم فيها. علاش قلت لك ستاندون؟ انا مع الاول ستاندون. لاخاطش انت حبيتيها ربي يعاونك، ربي عطاك الموهبه باش تعلميها رابيدمون. Oui, donc c'est le 1er mai, la journée internationale de l'emploi, cet hymne au travail, ce cordonnier Ami Mohamed, à travers lui, nous pensons à tous les travailleurs et surtout à ces cordonniers. On se rappelle tous du film des Enfants de Novembre avec Amel Arbi, qui est cette icône de la lutte armée. Et puis nous rappelons aussi que ces univers ont nourri aussi notre récit national à travers El Hariq avec le métier à tisser, à travers aussi l'Aini qui faisait Sberdina Kibekolo. Et j'enchaîne avec la thématique du patrimoine et permettez-moi de vous présenter Tawfiq
Fadel, président de l'association Patrimoine d'Alger. Ahla wa marhaba. Merci beaucoup, shukran. Merci pour l'invitation. C'est toujours vraiment un grand plaisir et un honneur pour moi de parler de patrimoine algérien. Et nous commençons par l'histoire, puisque le 1er mai 1945, c'était une grande marche du PPA à Alger. Oui. Et El Ghazel Belhafaf est tombé au champ d'honneur. Allah yarhamou, yarham al-shuhada. Donc nous rappelons qu'avant le 8 mai 1945, le 1er mai à Alger, le PPA a organisé une manifestation qui a emprunté la rue Al-Arbi Ben Mehdi. Et c'est au niveau de, pas loin de la cinémathèque d'Alger, El Ghazel Belhafaf est tombé au champ d'honneur. Allah yarhamou ou yarham. Pacifiquement, les gens manifestaient. Et puis le 1er mai également est marqué par les marches, la marche des facteurs. C'est devenu une tradition. Et à travers cette marche, nous saluons la mémoire des facteurs qui nous ont quittés. Nous avons Malki Mohamed de la cité Malki qui a été assassiné le 22 avril 1962 par l'OAS. Oui, c'était des moments horribles qu'a traversé l'Algérie. 62, l'OAS a fait un carnage, vraiment. Oui, parce que ça a commencé le 15 mars avec l'assassinat de Mouloud Feraoun. Par la suite, il y a eu l'incendie de la bibliothèque universitaire. Il y a eu également l'attentat des dockers au port d'Alger. Port d'Alger, la bombe. Donc, et voilà, donc c'est un hymne aux travailleurs qui ont contribué au combat libérateur. Absolument, absolument. C'était un engagement, un idéal que le peuple algérien a construit à travers sa révolution. Et une révolution ne se gagne qu'avec le combat. Donc tous ces gens-là qu'on connaît et ceux qu'on ne connaît pas, les anonymes aussi, la femme qui préparait le café, le ksara dans les djebel et tout ça, tout ce beau monde. Abel Arbi qui était le cordonnier du film Les Enfants de Moussa Haddad. Moussa Haddad, exactement. Et la bataille d'Alger et tout ça, toute cette construction de segments de l'histoire de l'Algérie a fait que le pays a recouvert son indépendance. Les médias aussi, on ne les oublie pas. Les gens comme René Vautier, comme Pierre Clément, ils ont médiatisé notre combat parce qu'on disait que c'était les événements d'Alger. Mais c'était une guerre, carrément. Puis c'était une guerre, une révolution portée par l'âme de ce pays, par cette Algérie riche et plurielle. Oui, avec son patrimoine. Et aujourd'hui, nous devons parler également du patrimoine et de la valorisation du patrimoine. Vous pouvez nous parler un peu de cette valorisation, comment choisir une tenue traditionnelle, comment privilégier les achats pendant les salons de costumes traditionnels, revenir au Salon national de la mode et de l'habillement et la nécessité de protéger le savoir-faire algérien. Oui, c'est une grande pédagogie, M. Farid. Pour travailler sur le patrimoine, d'abord, il faut être connaisseur. Il faut connaître d'abord son identité patrimoniale. Et si on veut aimer, protéger et sauvegarder son patrimoine, c'est se réapproprier d'abord son identité. Sinon, on restera toujours dans une projection d'une autre identité. Gandhi, il avait un adage très, très connu. Il dit que ma maison est ouverte à tout le monde, mais cette chambre, elle est à moi. Donc là, la préservation, ça va dans la préservation d'une identité, d'un savoir-faire, et connaître d'abord son patrimoine. Donc ça rentre un peu dans la pédagogie. Choisir un costume, le brodi, le karakou, le blousa, le sarwa al-mdouar, l'adjar, le haïk, le melaya, tout ça, ça rentre dans une instruction. Il faut d'abord lire son patrimoine et décoder un peu ses symboles, sa symbolique. Le tapis de Babar, il a une symbolique. On décline vers le tapis d'Aït Hicham, c'est tout à fait une autre symbolique. La poterie de Ma'atqa ou la poterie noire de Tamantet, c'est pas la même chose. La richesse de ce patrimoine, il faut en faire une lecture profonde. Les manuscrits de Adrar, de Simimoun. Les manuscrits du Touat, oui. Du Touat. Tout ça, c'est
Ce sont des éléments et des segments, un puzzle qu'il faut reconstituer. Et maintenant, avec la technologie et l'intelligence artificielle, d'ailleurs l'association elle travaille pour cette année 2026 sur l'intelligence artificielle. Il faut bien utiliser la technologie. Reconstituer les sites et monuments historiques algériens à travers l'intelligence artificielle. عاود دير لي القصر تاع 16e siècle ولا القصر تاع بابار ولا تاع تيميمون en 3D. Et à partir de là, l'urbaniste et l'architecte pourront travailler sur le côté technique. Voilà comment sauvegarder et rendre visible surtout le patrimoine algérien. Et ce qui est important aujourd'hui, c'est qu'il y a des dispositifs financiers qui permettront aux femmes au foyer, par exemple, ou aux jeunes qui veulent se lancer dans l'artisanat, de pouvoir immortaliser ces tenues traditionnelles et les valoriser à travers un dispositif financier. Donc, pourquoi ne pas également impliquer la jeunesse dans la préservation du patrimoine à travers ces dispositifs qui existent. Absolument. Voilà, l'investisseur, l'auto-entrepreneur. L'auto-entrepreneur. Ça, c'est une initiative magnifique. Parce qu'il y a une simplification du parcours administratif. L'accompagnement financier, d'ailleurs, l'association, elle a rencontré il n'y a pas longtemps une entreprise qui finance justement ces projets pour les jeunes. Il y a le NESDA dans l'auto-entrepreneur, et puis il y a l'autre dispositif qui est l'Angèle. Voilà, l'Angèle. Et je pense que j'ai lu récemment, il y a eu au Sofitel donc, le salon de la mode et de l'habillement. C'est là où on a participé. Ça. Voilà, et je vois que vous insistez sur le fait d'intégrer la modernité et la tradition, de faire une synergie entre la tradition et la modernité dans la conception des styles. Dans les coupes, on peut pas y échapper, en fait. C'est-à-dire, on est en 2026. On ne peut pas penser un costume 1840 ou 1850. La vision, elle a changé. Maintenant, l'esthétique. Il faut avoir un regard esthétique de la couturière ou celle qui fait de l'artisanat, travailler dans une vision futuriste. On ne va pas dénaturer le costume. Mais une touche moderne, ne serait-ce que dans la coupe, parce que la symbolique, elle reste la même. Le fouta, toujours le fouta. Mais l'esthétique et la couturière, elle va extrapoler et voir un peu comment rendre d'actualité et contemporain le costume de la région de Kabylie. Absolument. Les Aurès aussi. Dans le bijou, je ne pense pas. On peut c'est un peu délicat. Dans la poterie, on a M. Qureshi, je ne sais pas si vous avez connu, il a fait de grandes expositions aux États-Unis. Rachid Qureshi. Rachid Qureshi. C'est quelqu'un que j'ai rencontré, c'est vraiment un visionnaire. Il a extrapolé et décliné tout l'artisanat de la poterie, du tissage et tout ça. J'encourage les gens à regarder ses œuvres. Parce que là, ce que vous venez de dire, comment rendre le moderne compatible avec l'ancien, le contemporain et l'ancien. M. Qureshi, il a fait quelque chose de magnifique. Et là, je crois que ça reste un exemple pour la jeunesse, pour identifier des produits d'artisanat. Et puis ça permet aussi de lancer des jeunes et puis de raviver ce secteur d'activité, le raviver, et puis également promouvoir carrément. Le potentiel. Il ne faut pas qu'on oublie notre patrimoine, c'est impossible. D'ailleurs, à la rencontre de Sofitel, l'Angène, et il y avait une représentante de la formation professionnelle. Et on a proposé, l'association a proposé, un métier de plâtrier, les stucs à la Casbah. Oui, il y a toute une nomenclature de métiers où il faut intégrer tout ce qui est artisanal, traditionnel, etc. Parce que on ne peut pas toucher. Par exemple, le karakou, ce n'est pas n'importe qui peut toucher le karakou. Par exemple, si on va au musée des arts et traditions populaires,
ولا نروحوا للباردو اون فا توشي ان جبادولي ولا ان كاراكو تاع عنده 100 سنه 150 سنه سي با نيمبورت كي اسمح لي اون بو با توشي دايوغ يا اون نوت اون سيركولير دو لونسكو يجي مينيستير دو لا كولتور ماشي نيمبورت كي يقول لك انا خياطه نجي نسقم لك لو فيل دور ولا نرقع لك ولا سي دي زار سي دي زار populaires ça reste des arts absolument et c'est un processus يعني presque scientifique قبل ما تمس une pièce qui a 120 ans ولا 100 سنه c'est pas n'importe qui peut toucher تروح تمس لي une colonne en marbre pour la restaurer ولا il faut un process pour travailler sur un palais du 16e ou du 13e ou du 14e siècle, le palais Zianide ou le palais d'Al-Qasba, les palais de la Kasbah. Et puis on voit par exemple les peintres orientalistes ont immortalisé aussi le costume traditionnel, comme Eugène Delacroix dans Les Femmes d'Alger, dans leur appartement. C'est vrai. Oui, il y a beaucoup d'artistes qui ont valorisé. Oui. Et aujourd'hui, on s'appuie sur ces éléments, sur ces scènes de vie. C'est des témoignages. Oui, des témoignages. Carrément. السروال المدور ولا سروال الشلقه ولا الباليطه ولا محرمه الفتول ولا نروحوا للملايه تاع قسنطينه ولا السخاب en lui-même quand la femme des Aurès elle met le skhab et le fibule et la broche c'est une identité. Ah oui, c'est l'identité de l'Algérien et de l'Algérienne qui met en évidence des millénaires d'appartenance à ce pays. Donc, tout ça, qui m'a la formation professionnelle, on a proposé une formule dans ces domaines. La couture, le plâtrier, celui qui intervient sur le marbre, la céramique, les palais turcs de la période ottomane, le qsour, Mughal, Timimoun, Bishar, tout ça. Il faut un savoir-faire. Il faut quand même que notre jeunesse, qui m'a raconté, c'était le mot magique, former cette jeunesse et l'orienter vers ces métiers pour ne pas que notre identité se fonde carrément double. Donc là, le combat. Oui, monsieur Toufiq Fadel, vraiment c'est un moment agréable de parler du patrimoine et on aura encore jusqu'au 18 mai pour parler du patrimoine et sans plus tarder nous allons dire Dora كما باب التهيره للفوق نطلعوا باب جديد ديال سماره مربحوا البارح. Je les félicite. على بالك ils ont fêté ça jusqu'à 1h du matin. Voilà pour vous inviter à suivre ce reportage sur ce binôme tradition et tourisme au cœur de la Casbah d'Alger avec Lamia Bedbouda. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Casbah d'Alger est bien plus qu'une cité millénaire. C'est une mémoire vivante qui attire chaque année de plus en plus de visiteurs en quête d'histoire et d'authenticité. La visite ne se raconte pas, elle se vit. Ils chauffent les lieux les très importants, comme les anciennes mosquées, comme la première et l'ancienne mosquée à Alger, la mosquée de Sidi Ramadan. Nous chauffons les quartiers ou les maisons qui ont été bombardées par la France, comme la maison d'Allée la Pointe. Nous chauffons les anciennes fontaines, les anciens quartiers. Voilà, les palais comme le palais de Moustapha Bacha, comme la citadelle, qui nous diront la visite. يعيشوا اللحظة كشغلهم عايشين في المدينة d'Alger. Donc il y a que le traditionnel, donc il y a que le rishta. Après on va manger quoi? La rishta. Donc toujours il y a que le traditionnel ويعيشوا اللحظة كشغلهم عايشين في المدينة d'Alger avant. Pour certains visiteurs, la Casbah est aussi un retour aux origines, comme un héritage que l'on transmet. C'est l'histoire de l'Algérie, c'est l'histoire de l'indépendance. Et je veux en fait faire découvrir à mes enfants comment l'Algérie elle a pu avoir son indépendance, sa liberté. Voilà. Et le peuple algérien aussi qui a repris sa liberté et le montrer à mes enfants. L'accueil déjà, l'histoire pour ma fille en fait, elle est très émue. Il y a l'architecture, la façon dont vivaient les gens auparavant. Et en fait le fait de la rénover aussi, c'est important de transmettre. Les portes, l'architecture, la façon de faire. D'autres touristes choisissent de vivre l'expérience jusqu'au bout. Manar et ses amies étudiantes ont choisi de porter le patrimoine. حبيت
نشوف المرأة الجزائرية تاع قبل كيفاه كانت تلبس هكا وعجبني مالغري شوية صعيب هكا مصباح يطيح لنا مي مليح. القصبة تفكرك في التاريخ تاع زمان وفي كل بلاصة تحسي بالحكاية كل بلاصة تحكي حكاية. Et pour prolonger cette immersion, rendez-vous chez Tariq, un céramiste qui perpétue un savoir-faire ancestral qui permet de prendre un fragment de la Kasbah avec soi. واحد يكون يجي لهنا القصبه البليزير ديالو كيجي يصيب الارتيزانا والله باسكو دي فوا كاين غربه عباك يسقسوا علينا وراكم انتم على ما فتحتوش الوقت هكا روطار هما يولوا يحاسبونا والله غير هما يولوا يحاسبونا اون في ميم دي تريك ميم تاع الكارو تاع القصبه تاع الزليج هذاك ونديروه مينياتور ثاني نديروه تاع دي ماغنات نديروه سوا دي كارو باه يكون لابورتي دو لا مان تاع الناس تما يدوا حاجه فريمون تيبيكمون تاع القصبه. Une immersion qui passe aussi par les saveurs. Bedis est le spécialiste de la kebda et des sardines. Les touristes en raffolent. احنا عندنا الاطباق الشعبيه تقليديه شعبيه نسموها الشعبيه هي السردين المقلي عجيجه السردين عندك الكبده بالدرسالي هي معروفه القصبه سي تاع قصبه ما يقدرش واحد يغالبني فيها هذه باسكو سي حاجه اللي كبرنا عليها حنايا نقول لك باللي الاجانب ما يحبوش الماكله تاعنا ما يحبوهاش يهبلوا عليها صدقيني تشوفي ردود الافعال تاعهم فايت الحب سي الهبال فريمون يجونا الطلاين باغ اكزومبل سي معروفين بالسردين الوغ انا كي نعطيهم السردين تاعهم ونشوف تاعنا ونشوف رد الفعل تاعهم نقول نو سي با فري. Entre passé et présent, la Kasbah nous rappelle que préserver le patrimoine, c'est aussi faire vivre un tourisme durable et perpétuer un artisanat qui en porte l'âme, pour que l'histoire de la Kasbah continue d'être narrée au monde. Et le meilleur pour la dernière et pour la fin, puisque Samira Hadamar va nous dérouler l'un des fleurons de la tapisserie algérienne, le tapis de Babar, mais avant, jingle. صباح الخير سميرة واش راكي؟ سافا شوية؟ Très très لاباس؟ bien. Ravi de te retrouver. Là, un vendredi, on est là. Aïd el-Oumel. Aïd el-Oumel, mais là, on est là avec. Une bonne fête à tous les travailleurs. Avec nous remercions également les Rijal Khafa qui sont là, la régie, et puis les gens qui sont sur le web aussi, parce qu'il y a maintenant il y a une vie aussi, il y a l'ombre et l'ombre de l'ombre. Voilà. Le Mohem, sa vie, à l'ombre ou à la lumière. Et là, vous allez nous parler du tapis de Babar. Oui, le tapis de Babar ou le tapis de Khenchla, de cette partie de l'Algérie. On dit que les tisseuses ne font pas que des nœuds pour les tapis. Elles tissent leurs rêves et leurs prières. Donc en tissant le tapis, elles racontent ce qu'elles ont dans le cœur, elles racontent leur quotidien, leur perception du monde, le monde qui les entoure. On est dans un monde de nomades, un monde pastoral. Ce sont des gens qui se déplacent d'une région à une autre. Mais le tapis de Babar fait partie, parce qu'il appartient aussi à la tribu des Nanamcha. Donc c'est une tribu, une confédération en fait, qui s'étend jusqu'à Tébessa, exactement, les Aurès, et puis jusqu'à Tébessa, jusqu'à la frontière. Parlons des couleurs. Les couleurs, direct, les couleurs. Des couleurs, oui. Après les motifs. Oui. Voilà. Alors les couleurs. Ce sont des couleurs comme toutes les tisseuses algériennes et ailleurs aussi. Elles utilisent des couleurs naturelles, exactement, des pigments, à partir des racines de garance, à partir de l'écorce de grenade, le henna. Quand le mouton est noir, elles tissent, elles ont le finois. Sinon, elles peuvent utiliser aussi l'indigo. L'indigo, comme elles peuvent utiliser des minéraux, en fait, voilà.
Donc ce sont des couleurs en général qu'on retrouve dans la nature. Sauf qu'avec le temps, il a été introduit pour des questions de rapidité, pour des questions de commande aussi, parce que le temps exige. Qu'en est-il de la taille, des motifs? La taille, c'est à la demande. C'est à la demande ou au besoin. Ça répond à un besoin. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est qu'aucune pièce ne ressemble à une autre. La tisseuse, ce qu'on va percevoir dans le tapis, c'est l'état d'âme, c'est l'esprit ou c'est le message que la tisseuse veut transmettre au monde. Hein, parce qu'elle peut emporter avec elle, ça peut être destiné à un tapis, peut être destiné à une mariée, donc elle va l'emporter dans son trousseau. Ça reste quand même quelque chose de, on va dire, luxueux. Hein. C'est pas toutes les familles qui pouvaient se permettre de prendre un tapis dans le trousseau de la mariée. Voilà. Donc, mais c'est aussi une utilité. Ce sont des gens qui vivaient, donc le tissage remonte à très loin, et au moment où on les tissait de manière à ce que ça les isole du froid, puisque ça pouvait servir de matelas, de lit sur lequel on pouvait dormir, ou alors de couverture aussi. Hein. Ça reste un tapis fin, un tapis robuste aussi, puisque les tisseuses de Babar, du tapis de Babar, utilisent le point de nœud, en fait. Elles font des nœuds. On appelle ça aussi le tapis de velours. Voilà, donc tapis à nœud ou tapis à velours. Et les formes? Il y a des formes géométriques, des formes floraux, Alors, oui, il y a des formes géométriques. Il y a d'abord tout un processus. Le tissage, il est exclusivement féminin. Donc du début à la fin, ce sont les femmes qui tissent. C'est un savoir-faire qui se transmet de mère en fille. Il y a la première, bien sûr, c'est la tante du mouton. Elle récupère, elle lave, elles utilisent le kardèche, en fait. Voilà, il y a une photo qui est passée normalement. Ensuite, et alors, à chaque étape, il y a un rituel. Dès qu'elle commence, même au moment de monter la machine à tisser. Voilà, donc le métier à tisser, elles font une espèce de rituel, de cérémonie. Il y a des chants, il y a des gâteaux qui sont faits, il y a du thé qui est préparé. Toute une ambiance. Toute une ambiance. Alors il y a aussi ce qu'on appelle une espèce de tuisa, de partage. Pourquoi? Parce que souvent les femmes font appel aux voisines, aux filles de la famille, aux cousines pour pouvoir réaliser un tapis. Donc c'est un grand moment de partage aussi et de transmission. De transmission aussi, mais aussi elles s'entraident entre elles pour pouvoir le faire. Quand il y a un rgem qui arrive dans la région, c'est aussi, rgem c'est un façonneur de motifs. C'est lui qui a ce sont les hommes, c'est le seul, on va dire, côté au tissage où il y a la main de l'homme, puisque lui va transmettre. Ils ne se rencontrent pas avec la tisseuse, mais derrière, entre eux, il y a un métier à tisser. Il va apprendre les motifs. Il a dans sa tête des espèces de canevas qui se transmettent depuis des siècles. Des motifs qu'on retrouve aussi dans les tatouages. Partout, qu'on retrouve dans la poterie. Et elle s'inspire aussi parfois des gravures rupestres qu'elle voit. Parce que la tisseuse, elle voit ce qui se passe autour d'elle. Donc elle transmet sa perception, elle se réalise. Oui, des motifs, c'est des codes aussi. Ce sont des codes. Alors ce qu'on retrouve le plus souvent dans le tapis de Babar, c'est la forme géométrique abstraite bien sûr, mais le losange. Donc c'est le motif central, ce qu'on appelle la médaille, c'est le point focal. C'est lui qui va prendre, on va dire, l'œil, et il est fait justement, on l'appelle le miroir aussi, du tapis. Elle commence par ça, c'est la partie centrale. Donc nos mères, nos grands-mères étaient déjà à l'avant-garde, puisqu'ils ont inventé l'abstrait avant les... L'abstrait, la géométrie aussi. On peut... moi, je me suis inspirée de ce livre pour faire mon travail aujourd'hui. Ce sont les tapis algériens. On peut l'acheter au musée des Antiquités. En collection du Musée national des Antiquités, quand on visite Aïcha Hanafi. Oui. Et Aïcha Hanafi et Sadjia Achouri. Donc elles ont fait un excellent travail sur la diversité et puis la richesse des tapis algériens. Il y en a, je crois, dans toutes les régions et il y a plusieurs tapis par région et il y a une richesse incroyable du nord au sud, de l'est en ouest. Voilà. Est-ce qu'on peut juste montrer le livre? Vous pouvez me le donner? Oui, comme ça, bien sûr. Je vais le
Je vais le montrer à nos chers téléspectateurs. الزرابي الجزائرية مجموعة المتحف الوطني للآثار القديمة. Voilà. عائلة عائشة حنفي سجية عاشوري. Alors, Voilà. il est moitié en arabe et moitié en français. Donc, dans les deux langues, il y a des tapis, des photos de tapis, des illustrations qui ont été faites, des tapis exposés dans les musées. Donc, ça soit le musée des Antiquités et aussi de la peinture, parce que les orientalistes, quand ils sont venus en Algérie, ils ont aussi peint en fait les femmes en train de travailler, les tapis. Ils ont peint, la photo qu'on a vue tout à l'heure, c'était l'Algérienne la préparation du thé. Donc algérienne préparation du thé, c'est une toile qui a été faite en Algérie et qui se trouve dans un musée en Océanie, musée des arts africains en Océanie. Voilà. On parlait des motifs. On parlait des motifs. Ouais, les motifs. Moi, je vois par exemple là, c'est un motif assez particulier. Alors, il y a plusieurs tapis. C'est celui de Khenchla, Babar. Ouais. Non, je parle du motif. Je pense que c'est en quelque sorte. Comment tu le vois? Oui, c'est un insecte, je pense. C'est un insecte? Oui. Ça peut. De quel genre d'insecte? Un scarabée? Oui, un scarabée, je pense. Enfin, c'est l'un des chefs-d'œuvre de la tapisserie algérienne, le tapis de Babar, de la région de Khenchla. Alors Babar est une commune qui n'est pas très loin du chef-lieu de Khenchla. Le tapis s'appelle Babar parce que le lieu où il s'est fabriqué s'appelle Babar. Oui, il y a Babar, il y a Chachar, il y a Bakhaï, c'est il y a toutes les belles régions Gergour, d'Algérie. il y a Madid entre Sétif et... donc il y a celui de Tlemcen qui est reconnu aussi. Il y a Ouedsouf, il est magnifique. Ceux de Rardaya sont connus mondialement. Aussi. De Cherchel, il est magnifique aussi. Il y a les tapis du sud, du désert. Ça veut dire qu'on a terminé, j'ai pas pu tout Oui, dire. c'est bon, on a terminé. Je présente mes félicitations pour la fille du docteur Nordin Tauchichet, qui s'est mariée, Mbarouk Aléa. Et voilà, donc c'est la fin de cette émission. Demain, vous allez retrouver Nora Nour Louda Bouzgaou. Voilà, merci.